Deuxième partie. Principe monarchique et dynastie impériale. 685-833. Nota bene. À ce stade, tout élément concernant les stratégies d'affirmation du pouvoir et de la légitimité des califes peut se justifier, à condition, cependant, d'être constamment et explicitement relié à la problématique générale qui concerne l'instauration des dynasties. Le principe dynastique, apparu au cours du 1er siècle et demi de l'islam, est apparu en effet comme la succession des révolutions du pouvoir, Daoula, le plus souvent après une génération, voire un règne seulement. Cependant, le principe monarchique, quant à lui, structure l'expérience politique de l'islam des premiers siècles. Petit 1. Adoption des principes monarchiques romains et sassanides. Ainsi, les détenteurs du pouvoir exécutif émiral, ou amiral, au prétexte de mieux assurer leur mission, organiser la défense militaire et garantir l'équité entre les croyants, tendirent à présenter l'extension de la capacité législative monarchique comme nécessaire. Cette concentration du pouvoir induisit un renforcement de la légitimité dynastique à travers une sacralisation du pouvoir et du droit de désignation de successeurs. Par ailleurs, cette tendance s'inscrit dans l'héritage plus explicite des systèmes monarchiques tardo-antiques, à commencer par les basileus et les shahs des empires respectivement romains et sassanides. Pourtant, selon la vision dominante au sein des sources d'époque abbasside, les Omeyyades auraient été une famille d'ennemis du prophète, ce qui aurait impliqué un défaut de légitimité essentiel et originel. Cependant, cette théorie légitimiste hachémite ne constituait nullement un paradigme avant la révolution abbasside. Et le principe dynastique omeyyade se suffisait en grande partie à lui-même, le califat de Dieu étant présenté comme une rupture nécessaire après la période de l'apostolat, elle-même définitivement scellée en 632, à la mort du prophète. Il faut ici d'emblée insister sur le fait que l'idée d'un calife combattant à la tête des armées du djihad n'est pas un paradigme ancien. Il ne me remonte guère avant l'époque d'Al-Mahdi, qui règne de 775 à 785, époque d'invention du concept même de guerre sainte, essentiellement contre les Byzantins. À l'époque omeyyade, les plus engagés se contentèrent d'attendre leurs généraux à Dabiq, dans la région d'Alep. Cependant, la désignation des émirs de la conquête et des provinces conquises fut très tôt considérée comme une prérogative essentielle du monarque califal. La direction des expéditions était la manifestation essentielle de l'autorité militaire des califes, tandis que le contrôle du butin était absolument nécessaire pour conforter l'autorité centrale. Ainsi, la capacité réelle de promouvoir des affidés à la tête des armées permettait de renforcer symboliquement, financièrement et militairement le parti familial dans sa stratégie d'affermissement dynastique. En d'autres termes, autant le revenu des expéditions que la disponibilité des troupes constituaient des leviers essentiels à même d'asseoir une dynastie monarchique. Outre le butin des razzias, dont les califes revendiquent l'héritage du quin du prophète pour leur propre famille, le contrôle du trésor public, Bayt el-Mal, s'accompagne d'une généralisation et d'une systématisation de l'impôt, jizya, qui renforce encore l'autorité monarchique, et l'idée d'une succession patrimoniale. Le contrôle de l'armée et du revenu fiscal, kharaj, permettait de contrôler les registres diwan d'enrôlement des soldats et de décider du montant et des titulaires, des salaires et des subsides à distribuer aux troupes, jund. Ce faisant, la famille régnante, le sultan, pouvait récompenser les tribus, factions et généraux les plus fidèles à ce sultan, cette autorité. Et à l'inverse, exclure ou punir les opposants à l'autorité. Il constitue un des signes les plus évidents du processus de restauration marouanide des années 690 et 700. Par ailleurs, la phase de conquête du 7e siècle entraîna la mise sous tutelle de territoires et de capitales anciennement administrés par des élites culturelles et bureaucratiques d'empires sédentaires de tradition romaine et sassanide. Ces divers substrats élitaires indigènes influèrent considérablement sur la tendance des commandeurs des croyants à adopter la posture de la monarchie despotique et sa conséquence en termes de succession patrimoniale. Le déplacement du centre califal dans les provinces syriennes et irakiennes, anciennement romaines puis sassanides, entérina et accéléra ces processus de réutilisation pragmatique de la bureaucratie impériale. À son tour, celle-ci renforça le principe dynastique commun aux Héraclides et aux Sassanides de la même époque, qui passèrent donc très vite aux Hachémites et aux Omeyyades. Les califes adoptèrent alors des stratégies mimétiques de légitimation monarchique afin d'affirmer leur légitimité personnelle et de là, tenter de confirmer leur filiation. Petit 2. Appropriation dynastique de l'espace et du sacré.
Le contrôle exclusif du Bayt el-Mal, le trésor public, permettait notamment de financer les investissements religieux et politiques, et d'associer ces monuments au prestige de la famille régnante. L'évergétisme impérial se manifeste lorsque les monarques omeyyades s'entourèrent de poètes de cour qui chantèrent leurs louanges. Muawiyah est le plus ancien à avoir laissé son nom sur certaines fondations, notamment à Tibériade et Taïf. Cette appropriation de l'espace s'exprima plus nettement à l'époque marouanide, lorsque Abd el-Malik en particulier appose son nom sur les nombreuses bornes militaires qu'il fait installer le long des routes de Syrie. Il fit surtout édifier sur l'esplanade du temple de Jérusalem la monumentale coupole du rocher, qui constitue un point de référence du culte coranique et mohammédien, désormais officiel, dont le dogme s'affiche dans les inscriptions de la rotonde. Le calife devait alors affronter la propagande adverse de ses rivaux zoubayrides, qui reposait sur l'idée d'une refondation du califat médinois et valorisait le centre de pèlerinage de la Kaaba de la Mecque. Au contraire, en mettant en exergue l'autre ville sainte de Jérusalem, Abd el-Malik magnifiait la Syrie, Al-Sham, province qui avait promu sa famille une génération plus tôt, et où son père avait été élu en 684. Cependant, Omeyyades et Zoubayrides partageaient un même intérêt et donc une stratégie convergente concernant l'héritage de Muhammad. Afin de diluer le légitimisme hachémite, ils eurent paradoxalement tendance à valoriser son statut d'apôtre de Dieu, Rasul Allah, et, à terme, de sceau des prophètes. En effet, si la fonction primordiale et unique du fondateur était ainsi close dans le temps, le modèle biblique, abrahamique, de la succession prophétique ne devait pas s'appliquer. Bien que ne pouvant plus se targuer de transmettre la volonté de Dieu, le commandeur des croyants pouvait revendiquer d'en être le seul interprète. Petit 3. Une nouvelle dynastie impériale ? L'empreinte dynastique omeyyade sur le Dar al-Islam s'exprime encore sous les Marwanides par la construction, sur deniers publics, de mosquées cathédrales monumentales un peu partout dans l'Empire, selon les modèles standardisés de Damas, de Jérusalem et de Médine. Par ailleurs, ils érigent d'imposants palais de gouvernement, connectés directement avec le mur de la Qibla de ces dernières. Les textes d'époque abbasside mettent en particulier l'accent sur la fonction traditionnelle du commandeur des croyants et du commandement des croyants, l'imama au jour de la prière collective, le vendredi. La direction de la prière suit directement le prêche ou sermon, khutbah, sur le minbar, la chaire à prêcher. Elle vise à concentrer cette autorité spirituelle autour du détenteur de la force publique. Elle est plus qu'une mise en scène du pouvoir, mais bien l'acte politique d'affirmation dynastique. Réciproquement, la bénédiction constitue une récurrence et une réaffirmation de la bay'a, le serment d'allégeance, prêté au moment de l'élection ou du ralliement. Par opposition, les malédictions, comme celle de Ali, sous les premiers Marwanides, visent à exclure spirituellement la concurrence de la dynastie rivale. Parmi les attributs du pouvoir, à l'imitation des monarchies byzantines et perses, les califes exhibent, par exemple, le manteau noir du prophète. L'idée d'une succession politique tend ainsi à structurer l'idéologie officielle de l'islam des premiers temps. Cette autorité, à la fois sécularisée et rationalisée, était accompagnée d'une prétention nouvelle à la représentation divine sur terre et au pouvoir législatif. Le cycle d'Aoula du califat succédait au cycle de la prophétie. C'est dans ce contexte que les premiers Marwanides travaillèrent à leur image de despotes universels, de successeurs des basileus romains et des chahs sassanides, de lieutenants de Dieu sur terre, Khalifat Allah. La fresque des 7 rois de Qusayr Amra en Jordanie illustre parfaitement cette propagande qui évoque le caractère universel de l'Empire. La création d'une monnaie nouvelle et standardisée et ses représentations du calife debout, associées à une profession de foi mohammedienne, sont autant d'actes qui visent à perpétuer le pouvoir monarchique de Abd el-Malik. La profession de foi mohammedienne y est régulièrement traduite dans les langues locales, Pahlavi, grecque ou latine. Ces pratiques administratives, monétaires, fiscales et symboliques, monumentales, aidèrent les Soufianides, les Obeirides et surtout les Marwanides à imposer l'état de fait d'une dynastie royale selon la compréhension qu'en donnent en effet les sources externes grecques et syriaques en particulier.